C'est le 21 octobre. Mesdames, messieurs, bienvenue à Angle Mort. Live de chez nous dans une journée épouvantablement poche. Là, je regarde par la fenêtre, là. Hey, la bruine, la pluie, là. Sérieux, là, vraiment zéro. Puis ça a rapport un peu avec ce que je vais vous parler ce matin. Je suis tombé sur l'existence d'une YouTubeuse, une influenceuse qui s'appelle Emma Thompson, puis qui, vraiment, comme je le dis dans mes pubs de Laurie Mesda, qui cartonne en faisant rien. C'est-à-dire que j'ai vu la première vidéo qu'elle a faite, au moment où je l'ai vue ce matin, elle était rendue à plus que 4 millions, ça dure 7 minutes. C'est elle, démaquillée, puis pas démaquillée parce que la plus belle fille au monde, fait qu'on s'en sac que ce soit maquillée ou pas, là. Démaquillée et ordinaire, puis qui dit qu'il y a quelque chose que personne ne parle jamais, à quel point c'est fantastique, c'est les magasins de pièces. Puis là, elle part là-dessus, c'est magasins de pièces. Puis tu sais, le seul apparat qu'il y a, c'est qu'elle fait les petits montages très typiques de YouTube que moi, je fais pas. Moi, je fais aucun montage, mais tu sais, avec des coupures, là, très coupées, etc. Et elle a fait le cover du Cosmopolitan, qui est une bible pour les filles à travers le monde anglophone. Donc, aux États-Unis, en Angleterre, etc. Ici aussi, il y en a plusieurs, mais il n'y a pas une traduction comme, mettons, le L, Québec ou autre, qui a déclaré qu'elle était la femme la plus populaire au monde. Pas la plus belle, mais la plus populaire, tu sais. Puis, ça me parle, moi, ça, parce que, à quelque part, il y a un côté très podcast dans cette façon de faire-là. Puis, je suis en train de me demander si les podcasts vont pas sauver le monde. Alors, je m'explique. L'affaire qui, moi, m'a le plus nui dans ma carrière radio, c'est que j'ai toujours eu l'impression que les gens n'en avaient que pour les extrêmes, qu'il fallait être extrême dans son opinion, puis qu'il fallait être tout le temps... Puis que du monde comme moi, qui sont d'extrême centre, c'est-à-dire qui cherchent ce qui est vrai en essayant de se détacher, puis en ayant, bon, inévitablement des allégeances, puis... des sensibilités à des affaires. Je suis pas un robot, là, puis je veux pas l'être. Mais vous me connaissez assez, si vous me suivez, pour voir c'est quoi ma démarche. Puis c'est ma démarche. D'autres qui ont des démarches plus intenses, comme Éric, par exemple, c'est correct. Je veux dire, je suis pas en train de dire qu'il y a une démarche nécessairement qui est plus qu'une autre. Mais il y a quelque chose qui est intéressant dans le podcast, c'est le côté très authentique. Puis si tu es authentique, il se peut qu'à quelque part, tu sois banal. Il se peut que il y a un bout de ce que tu fais qui est ton quotidien. Il y a une philosophe en France qui s'appelle Adèle Van Rett, qui est très populaire, très belle fille, grande fille, super bien articulée, qui anime des émissions de télé, des émissions de radio, puis qui est en philo à côté, elle, tu sais. Puis ses sujets de prédilection, c'est des affaires, tu fais comme, ben voyons, c'est pas un sujet philosophique extraordinaire. Entre autres, au début, elle s'intéressait au snobisme. Elle dit, c'est quoi qui fait que quelqu'un est snob? Mais la question est géniale. Moi, j'adore ça. Puis elle vient de sortir un livre que je vais acheter, je pense qu'il n'est pas encore arrivé, ça s'appelle « La vie ordinaire ». Puis en entrevue, elle, ce qu'elle disait, c'est que on peut sortir du quotidien, mais on peut pas sortir de l'ordinaire. C'est-à-dire que si tout à coup, moi, je change de job, je divorce, je déménage, je change de pays, j'arrive, mettons, exemple, quand j'ai joué en France, j'ai vécu ça, moi, j'étais allé 1 an en France, seul au combat, sur un divan-lit, coloc, j'avais 43 ans, j'étais plus là dans la vie, mais là, je voulais vivre cette expérience-là, qui est magique d'ailleurs. Ça fait que j'avais vraiment pas une vie ordinaire, comprends-tu? J'avais pas une vie ordinaire, mais j'ai recréé un quotidien. C'est-à-dire que quand je suis arrivé là, c'est genre, waouh, je vais prendre le petit café là, je joue devant des Parisiens. J'ai trouvé ça magique pendant 1 an de temps. Mais il reste qu'à un moment donné, mon quotidien, c'était... Surtout, je me souviens, le mois de décembre, je suis arrivé en janvier, je suis retourné pour l'été au Québec, puis je suis revenu encore octobre, novembre, décembre. Puis les dernières semaines de décembre, ils étaient longues. Tu sais, tu fais 3 shows par semaine, le reste du temps, tu sais, puis là, le monde, il travaille des heures 9 à 5, puis tout ça. Ben, j'étais dans un quotidien épouvantable. Mais est-ce que c'était ordinaire? Pas en tout. Ça fait que c'est drôle, tu sais, cette différence-là, moi, je l'aime. Puis les podcasts ont cette qualité-là, donc que moi, j'apprécie énormément, puis que je pense que les médias en général devraient s'inspirer, clairement. Elle va dire, la télé-réalité le fait. La télé-réalité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met
elle met le quotidien dans une boîte qui, normalement, est faite d'extraordinaire. C'est-à-dire que District 31, pour nous autres, c'est pas le quotidien, c'est pas l'ordinaire. C'est extraordinaire. Puis quand la télé-réalité est arrivée avec des love stories, on a vu des jeunes ordinaires qui avaient un quotidien extraordinaire. Comprenez-vous? C'est tous des termes qu'on peut décortiquer, puis qu'on finit par dire, tabarouette, c'est intéressant ce qui est ordinaire. Puis moi, je suis convaincu que quand on prend le temps d'écouter quelqu'un comme il faut, tout le monde a une vie fascinante. Parce que tout le monde a eu des épreuves puis des coups qui les ont rendus absolument heureux. Moi, je me souviens, là, la première fois qu'Anthony Cavana, j'avais commencé à travailler avec lui, on avait travaillé son numéro. Il sortait d'une passe très difficile parce qu'il avait été une vedette instantanée puis il se pognait le cul. Fait que moi, quand j'ai commencé à travailler avec lui comme writer, puis pour devenir son gérant, ben il en faisait des mea culpa, là. C'est un gars très brillant. Ça fait qu'il disait, regarde, je le sais que c'est de ma faute, puis là, je suis sa tablette, mais je vais me recrinquer. Puis le gars, il était début vingtaine, là. C'est pas comme si son temps était fait, là. C'était le contraire. Puis le premier gala Juste pour rire qu'il a fait, il y a eu un standing ovation instantané, puis on s'était sauté d'un bras en coulisses, puis c'était hallucinant. C'était un moment, moi, tu vois, ça fait partie, c'est la première affaire que je te nomme, c'est pas des farces. Je pourrais te parler des standing ovations que j'ai eu à Paris. Je pourrais te parler des moments que j'ai eu au Lac aux Sables, des raids dans... J'en ai eu des moments, là, plein. Des moments fantastiques. Puis effectivement, si on faisait un film avec les moments les plus hot que j'ai eus, ben ça serait un film hot. Mais vous autres aussi? Puis si je vous disais les fois où je me suis cassé la tête, quand j'étais un ado, moi, la première fois que j'ai frenché Lise Pelletier, puis que pendant une minute, j'ai cogné les dents... tu sais, je veux dire, il y a plein d'affaires où là, t'as honte. Ma première peine d'amour, qui était avec elle, qui était, là, tu sais, j'étais là comme tout bouleversé, puis écouter des tunes, tous les clichés, là. Mais d'autres l'ont pas vécu, moi, oui. Moi, d'autres affaires, oui. Mais tout ça, je trouve qu'il y a quelque chose dans les podcasts, puis il y a quelque chose dans... Puis c'est ça que Emma Thompson m'a fait penser aujourd'hui, c'est qu'on est dans une période où tout est extrême. Là, c'est extrême opinion, c'est extrême politique américaine, les guns. Un pays où ce que moi je tripais, que dans le fond, je fais comme, j'espère qu'il va juste redevenir ce qu'il était. C'est juste ça que je demande. Moi j'aimais, j'étais US à mort, tout le monde le sait, là, je disais tout le temps, tu sais, à la blague, mais j'étais tout le temps le gars US, puis moi, aller en Floride, j'avais mon condo là, je tripais, là. Vraiment, là. Tu sais, pour moi, les États-Unis, c'était pas mieux qu'ici. C'était juste comme, tu sais, c'était le soleil, puis plein de restos, puis, tu sais, un peu, c'est ça, la libre entreprise à quelque part à son meilleur. Mais bien entendu, moi, je suis chanceux parce que, tu sais, j'allais pas dans l'Amérique qui en arrache, là. Puis j'allais pas au Midwest non plus, pas en Ohio, mais j'étais en Floride. Je me gâtais, là. Je suis très conscient de ça. Mais quand même, tu sais, aujourd'hui, tu regardes ça un peu de loin, puis tu fais calvaire. Ils sont tellement scindés. Puis nous autres, ici, ça a comme passé proche, puis ça pourrait encore être scindé, tu sais, en termes de chicane, là, pas plus, là, on n'est pas un pays de guns, là, mais à cause que, bon, la COVID, on devrait-tu, on fait pas, ça crée des tensions, ça crée beaucoup de problèmes chez plein de monde, etc. Puis à travers ça, moi, je pense que, parce que j'ai souvent été très, très sévère envers la télé, moi, je disais, la génération, le peuple qui va bannir la TV dans 25 ans, une génération vont dominer le monde. Parce que pour moi, ça avachise beaucoup une société. Il y a un côté qui est vrai, mais il y a un autre côté qui est... Puis là, dites-moi pas, ouais, mais j'écoute pas la TV, puis vous êtes tout le temps sur Internet, là, c'est pas mieux, là. Je fais juste dire que, tu sais, si le monde se parlait, discutait, ou lisait, tu sais, bref, ce qu'il faisait avant que la TV existe, moi, j'ai l'impression que socialement, les affaires probablement iraient mieux. Mais je peux me tromper, c'est pas grave. Le point, c'est que dans des circonstances où ce que tu vois que des gens en arrachent, des gens sont seuls, etc., ben District 31, puis 2 filles le matin, puis c'est des rendez-vous, des fois, qui font énormément de bien. Ça fait que j'ai comme beaucoup pondéré ma position récemment à cause de ça. Parce que le pur divertissement, j'ai toujours trouvé que ça joue un vrai rôle. Moi, les humoristes, tant que moi, ils font une vraie job. C'est les fous du roi, à quelque part. Ils sont pas là pour faire réfléchir. Ils peuvent. Mais ils ont une job à faire qui, en soi, est intéressante. Puis c'est là que je trouve que ce truc-là de Emma Thompson, qui est devenue tout à coup extrêmement populaire en étant une influenceuse de l'ordinaire, moi, je trouve ça bien. Ça fait qu'aujourd'hui, j'avais pas de sujet comme, tu sais. Puis j'ai fait, ben c'est ça le sujet, dans le fond. C'est de se donner le droit de pas avoir de sujet. C'est de se donner le droit de vous parler que, tu sais, c'est ça.
C'est d'être transparent. Puis un oppose pas l'autre. C'est ça que je trouve plate. C'est toujours... Moi, cette réponse-là, quand, mettons, quelqu'un parle des démocrates, « Ouais, mais Donald Trump et vice-versa. » Arrêtez de parler de l'autre bord de la clôture. Là. Réglez une affaire, puis après ça, on parlera de l'autre bord. Ça fait que d'être banal dans un propos... La preuve, c'est que moi, quand... Je me suis plus c'est qui, mais c'est un de vous autres, qui m'avait cet été dit « Ah, tu devrais faire comme Yann Terriot. Au début, tu annonces ton sujet, tu fais des anecdotes un peu perso, puis après, tu tombes dans le sujet. » Puis ça revient à dire quoi? Ce que j'ai toujours adhéré, j'ai toujours fait ça, j'ai toujours trouvé que c'était la meilleure façon ainsi que de faire de la radio. Mais je me souviens qu'Éric, quand on commençait l'émission, pendant combien de jours, si tu me demandes des semaines, s'il nous a pas parlé qu'il y avait de la misère à installer sa laveuse-sécheuse. D'un côté, c'était ridicule, puis de l'autre, c'était extrêmement drôle, puis on s'en faisait parler à mort. Tu sais, il va revenir avec sa sécheuse. Ben oui puis non, tu sais. Dans le sens, ça ne durait pas 4 heures, mais pourquoi pas? Puis c'est super bon ce qu'ils font à Bouchard avant. Moi, j'écoute de 2h30 à 3. Moi, j'arrive vers 3h10. Mais à 2h30, je me log par Internet, tu sais. Puis eux autres, ils choisissent chacun un sujet en première heure, puis ils partent là-dessus. Ils appellent ça leur manchette. Puis ce concept-là, je le trouve top. A1. C'est quoi? C'est comme s'ils faisaient un angle mort chacun pour partir la première heure. C'est-à-dire, c'est quoi le sujet que tu as le goût de me parler en début d'émission? N'importe quoi. Puis là, tu dis, ça part de quoi? Ben moi, j'ai vu ça. Hier, j'ai parlé de ça. C'est très podcast. Bravo. Ça s'écoute super bien. Ça donne des discussions, ça donne des débats, ça donne des anecdotes, des fous rires. Ça donne tout, comme dans la vraie vie. Comme si je m'époumonne à dire que les médias, une partie des médias devrait faire ça. Alors, tu sais, un bulletin de nouvelles, c'est un bulletin de nouvelles, puis comprends-tu, ça je comprends, là, un documentaire, un film, mais il y a une grande partie, puis la télé est beaucoup plus frileuse, la télé est beaucoup plus organisée, voire castrante que la radio là-dessus. La radio, tu peux réellement dire, OK, là, je suis bien slack, je suis vraiment dans mon salon. Puis je me souviens, j'ai eu des discussions avec des directeurs de programme qui disaient, ouais, mais ce que ça fait, c'est que ça éloigne l'auditeur. C'est comme l'auditeur sent que vous êtes comme une petite gang entre vous autres. Ben, je suis désolé, mais non. C'est pas les pages jaunes, là. C'est pas genre, appelez-nous, dites-nous ce que vous avez fait hier. Je suis pas contre, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Au contraire, tu laisses rentrer les gens dans toi. C'est pas dans le studio qu'il faut que les gens rentrent. C'est dans ta tête. C'est très différent. Ça fait que c'est dans ton quotidien, c'est dans ce que tu as pensé tantôt, hier, avant-hier, quand tu t'es enfargé, pourquoi, ce que ça t'a... Tout ça, c'est très intéressant. Ça fait que, donc, allez voir ça, Emma Thompson. C'est très drôle. C'est très spécial. Puis en même temps, je trouve que ça fait une belle job parce que, effectivement, sur Instagram, entre autres, moi, je le répète, si t'es une fille de 13 ans puis tu regardes Instagram, tu vires folle. Regarde, c'est juste des super top poules partout. C'est comme, je suis qui, moi, tu sais, c'est l'enfer. C'est que là, tout à coup, t'en as une qui fait comme, bah, sais-tu quoi, moi, check, full bouton. Parce qu'elle a l'air d'avoir ça, 16-17 ans. Puis elle fait son petit montage rapide, puis elle parle de n'importe quoi, puis tout à coup, elle échappe du lait, elle fait une recette poche. Moi, en tout cas, ça m'inspire, honnêtement. Parce que quand je vais déménager, je vais rajouter en passant, il faut que je vous dise ça. Hier, j'ai eu... Parce que dans mon Patreon... Alors, j'ai 2 affaires à vous dire. Dans mon Patreon, j'ai un forfait où est-ce que ça inclut une consultation d'1 heure, je regarde pas le chronomètre, une fois par mois, sur sujet de son choix. Puis il y a un gars, le mois passé, a pris le forfait, il voulait parler de comment optimiser ses objectifs de carrière. C'est un gars qui travaille dans le sport-études, puis ses questions étaient super bonnes. Puis là, on a eu le follow-up de ça, hier. Puis tabarouette, écoute, moi, j'ai dit ce que je pensais. Je trouve qu'effectivement, parce que étant ancien gérant d'artiste, c'est vrai que j'ai quand même un œil à qu'est-ce qui optimise ou nuit à ton avancement en général, tu sais. Ça fait qu'on jase et tout. Le gars, écoute, il a tout mis en place. Il dit mes relations. En grosso modo, le truc que je donnais, c'est que moi, je focus toujours plus sur la relation que sur la tâche. Je m'occupe toujours plus que les gens avec qui je travaille, que ma relation soit soignée, que d'être performant au maximum. Alors, idéalement, les deux. Mais sinon, je privilégie la relation. J'ai toujours trouvé que ça facilite tout. Bon. Puis il a complètement appliqué ça tout. Puis à la fin, il dit, puis il tripe ses podcasts. Il y avait 2 volets, lui. Il voulait que je donne ce que je pense de comment faire pour aller de l'avant dans sa job, puis parler podcast parce qu'il voulait commencer. Puis là, il dit, y a-tu quelque chose qu'on pourrait faire ensemble, podcast ou whatever? Puis j'ai fait, sais-tu ce qu'on va faire? Il dit,
on va faire exactement ce que tu viens de dire. La semaine prochaine, on va se prendre un moment, puis tu vas m'interviewer. Ça va être comme un peu mon discussion avec un expert, mais à l'inverse. Fait qu'on va faire un épisode, peut-être que ça va devenir un épisode récurrent, où est-ce que tu m'interviews sur les sujets où ma démarche t'intéresse. Alors, pas parce que je suis fascinant, mais parce que tu viens de me dire que tu veux te rapprocher de ce que je fais. Ça fait que mon réflexe, ça a été, encore, réflexe de gars de podcast, ça a été de dire, on va faire un épisode de ça, puis je vais le mettre public. Ça fait qu'à quelque part la semaine prochaine, vous allez avoir ça qui va passer, qui va être ce que lui m'a dit qu'il voulait savoir, ben on va le faire, là, mais grave. Ce sera pas juste 2-3 questions de même, ça va être l'entrevue qu'il veut. Puis je me disais, c'est un concept complètement capoté, ça. Ou est-ce qu'à quelque part, c'est comme si moi, je suis toujours l'invité, c'est l'animateur qui change. Avouez que c'est malade. L'autre affaire, c'est que j'ai ouvert officiellement hier un Patreon de retour du Vietnam. Donc, je suis en train de débloquer les vidéos privées que je faisais de tout ça. Je pense que ça fait... Écoute, je pense que c'est en 2005 que je faisais ça de retour du Vietnam. J'étais déjà en train de faire des podcasts où je répondais à des questions puis tout. Et là, je le ramène, mais il va être 100% payant, zéro public, zéro gratos, oubliez ça. Moi, ça fait pas partie de mon offre. C'est comme une ancienne vie, mais que je rallume parce que la gang de Patreon, ils m'en ont parlé à mort. Ils me disaient, hey, ça serait tellement hot si tu faisais encore de la consultation puis des trucs de dating et tout. Je dis, hey, moi, j'ai fait le tour, puis je pensais que j'étais passé date. Puis à chaque fois que j'en parle, je fais comme, ben non, c'est de quoi qui... À un moment donné, tu comprends la mécanique de ça ou pas. Les outils changent, mais pas. Ça fait que là, j'ai ouvert un Patreon de retour du Vietnam, que mes membres Patreon actuels, eux autres, ils vont avoir accès direct. Mais c'est ça. Ça fait qu'en tout cas, ça fait que je finis avec ça aujourd'hui pour vous dire que ça bouge, ça bouge. Et sur ce, je vous dis au plaisir de savoir que vous serez à l'écoute peut-être à 15h tout à l'heure avec l'excellente équipe de Bouchard en parle au 93. Sur ce, à demain.